Dans ce chapitre, nous allons étudier les expériences totalitaires et les démocraties fragilisées durant l'entre-deux-guerres. Suite à des difficultés économiques et politiques, plusieurs régimes totalitaires apparaissent en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ils dominent très vite le continent. Mais qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? Il s'agit d'une dictature dirigée par un seul homme qui impose son idéologie et contrôle la société par la force et la propagande. On retrouve donc un chef, un parti unique, une idéologie, c'est-à-dire une idée spécifique développée par le parti, une société encadrée par la propagande et l'usage de la violence. Dès 1917, lors des révolutions russes, les bolcheviks prennent le pouvoir et mettent en place une dictature communiste. Lénine en est le chef et fonde l'URSS en 1922, le nouveau nom de la Russie. À la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline devient le chef de l'URSS jusqu'à sa mort en 1953. En Italie, Mussolini s'empare du pouvoir en 1922 et impose le fascisme dans tout le pays. En Allemagne, deux problèmes se posent. Tout d'abord, la crise économique qui touche de plein fouet la société et provoque une forte hausse du chômage. De plus, les Allemands accusent aussi le traité de Versailles d'être responsable des malheurs du pays. C'est le parti nazi qui profite le plus de la crise. Adolf Hitler est nommé chancelier en 1933 et s'empare du pouvoir qu'il garde jusqu'à sa mort en 1945. En Espagne, Franco s'empare du pouvoir par un coup d'État en 1936, provoquant une violente et longue guerre civile de 3 années. L'URSS de Staline est basée sur l'idéologie communiste, avec la volonté d'abolir la propriété privée et de créer une société égalitaire. Cela passe par le contrôle de l'économie par l'État, par la collectivisation des terres, c'est-à-dire la mise en commun des terres, grâce à de grandes fermes collectives appelées kolkhozes. Les paysans ne peuvent plus posséder leur propre petite ferme. Et enfin, Staline va beaucoup miser sur le développement de l'industrie. Le nazisme est basé sur une idéologie différente qui se caractérise notamment par l'inégalité des races qu'elle met en avant. En effet, Hitler estime que les Allemands appartiennent à la race aryenne, une race supérieure qu'il faut valoriser. À l'inverse des Juifs qui sont rendus responsables de la crise et qui doivent être exclus et rejetés. C'est pourquoi durant les années 1930, Hitler va prendre des mesures antisémites, c'est-à-dire des mesures contre les Juifs, pour les exclure de la société, leur interdire des professions. De même, les Juifs subissent également de nombreuses violences. Enfin, la dernière idée est de conquérir l'espace vital, c'est-à-dire les terres situées à l'est de l'Allemagne et qui pour Hitler font partie de l'Empire allemand. Dans les régimes totalitaires, la population est encadrée et contrôlée. Et la propagande est fortement utilisée, que ce soit par des affiches, la radio, la presse, le cinéma, les grands rassemblements, ou encore par l'encadrement de la jeunesse. Chaque dictateur utilise la propagande pour se mettre en scène afin de montrer sa supériorité, qu'il a raison et qu'il est aimé du peuple. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Enfin, chaque régime totalitaire utilise la violence et la terreur pour encadrer la population et éliminer les opposants. Ils utilisent une police politique pour surveiller la population, c'est le NKVD en URSS et la Gestapo en Allemagne. Les opposants sont envoyés dans des camps de travaux forcés, qu'on appelle camps de concentration en Allemagne, ouverts dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, et le Goulag en URSS, qui sont de vastes camps situés dans le nord du pays, vers la Sibérie. Ainsi, dans les années 1920-1930, face à la montée des régimes totalitaires en Europe, les démocraties sont fragilisées.
Et de nombreuses crises éclatent au sein de ces pays, à l'exemple de la France que nous allons étudier. La crise de 1929 est en partie à l'origine des difficultés de ces démocraties. En effet, le 24 octobre 1929, une grave crise financière éclate à Wall Street, à New York. Ce krach boursier provoque une crise économique majeure qui touche le monde entier. Et la France n'est pas épargnée. Le chômage augmente brutalement, la production industrielle et les salaires diminuent. Bref, la misère touche une bonne partie de la population. De plus, les gouvernements se succèdent mais n'arrivent pas à se maintenir. C'est ce qu'on appelle l'instabilité ministérielle, qui sont la preuve d'une crise politique. C'est dans ce contexte de crise que des ligues d'extrême droite, souvent violentes, se développent dans le pays et dénoncent la République. Ainsi, le 6 février 1934, elles organisent à Paris une grande manifestation qui tourne rapidement à l'émeute, provoquant plusieurs morts et faisant de nombreux blessés. C'est un choc pour l'opinion, et les partis politiques de gauche y voient là une tentative de coup de force afin de mettre à bas la République et la démocratie. C'est pourquoi, pour faire face à la menace fasciste et pour défendre la République, les partis de gauche forment une alliance pour gagner aux prochaines élections. C'est le Front populaire qui est au pouvoir de 1936 à 1938. Ce gouvernement est dirigé par le socialiste Léon Blum, qui doit également subir la haine antisémite des fascistes en raison de sa religion juive. Le Front populaire prend rapidement plusieurs mesures économiques et sociales très importantes. La création de 15 jours de congés payés, l'augmentation des salaires et la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine. Mais dès 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et bouleverse complètement les sociétés.